Bonjour tout le monde. À la ferme, on fait du maraîchage certifié bio depuis 1989. Au départ, quand on a commencé, c'était pour vendre à Québec dans les épiciers qui vendaient du bio, puis autour à des familles. On n'avait fait aucune étude de marché, on s'est lancé là-dedans comme ça. La ferme, on cultive sur une surface d'1,5 hectare, ce qui est très très petit. La plupart des agriculteurs de la région considèrent que je ne suis pas un cultivateur. Parce qu'eux autres, c'est des fermes. Hein? Nous autres aussi, au début, avant de faire de l'agriculture, avant de vivre d'agriculture, on avait toujours des jardins, toujours plus gros d'année en année. Puis on pensait que pour être rentable, l'agriculture, il fallait que ce soit des surfaces grandes comme ça, puis des tracteurs à échelle. C'était l'idée qu'on avait de l'agriculture. Puis on s'est quand même lancé là-dedans, puis ça marche très bien. Notre marché, notre principal marché, à environ 95%, c'est la fine restauration. Un peu Montréal, beaucoup Québec, puis la Malbaie. On distribue nous-mêmes à Québec. À Montréal, on envoie ça par autobus en général. Puis à la Malbaie, on distribue. On fait surtout des mini-légumes, fait que mini-betteraves, toutes sortes de couleurs, mini-carottes, toutes sortes de couleurs, mini-poireaux, mini-panais, mini-fenouil, etc. Puis du gros légumes aussi. En gros, c'est ça. On fait aussi des légumes rares, le topinambour, réfort, des verdurettes rares aussi, fucoïde glaciale, tétragone, etc. Un petit peu d'histoire. Il y a environ 3 milliards et demi d'années, 13 milliards et demi d'années, c'était le début de l'univers connu, le Big Bang, comme on dit. Si on met ces 13 milliards et demi d'années sur 24 heures, l'apparition de l'humain, c'est même pas un clignement d'œil. Fait que les humains, on pense qu'on est les rois du monde et peut-être de l'univers, on est les derniers arrivés, en gros. Il y a 350 millions d'années, c'était le météorite de 2 km qui est tombé autour de Baie-Saint-Paul, un peu plus au sud de Baie-Saint-Paul, puis qui modèle... T'as-tu ton petit... qui a modelé le Charlevoix habité. Si ce météorite-là n'était pas tombé il y a 350 millions d'années, 2 km de diamètre, c'est pas une petite roche, notre géographie, à Baie-Saint-Paul, la Malbaie, Saint-Irénée, etc., serait comme ça ici. On serait dans des grosses montagnes. Le météorite a complètement changé tout le schéma géographique de la région. Ce qui a permis l'agriculture dans Charlevoix, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà promené dans les montagnes ici, il n'y a pas d'agriculture possible là. Il y a ben de la vie, il y a énormément de vie, énormément de végétaux, mais pour faire de l'agriculture, il n'y a pas grand-chose. Fait que merci aux météorites. Il y a il y a 15 000 ans, là on se rapproche, il y a 15 000 ans, il y avait 2 km de glace au-dessus ici. Ça, c'est quand je pense à ça, 15 000 ans, là c'est hier, il y avait 2 km de glace. Puis on peut voir encore les résultats de cette empreinte glaciaire-là. Quand les glaciers se sont retirés, les roches roulaient les unes sur les autres, les roches se sont fractionnées. C'est ce qui fait que la plupart des pierres des champs sont rondes. C'est de l'usure des roches due, entre autres, à la dernière glaciation. Puis si on creuse dans le sol, environ 1 mètre de creux, on peut voir à peu près, tout dépendant des lieux, là, pas dans les terres noires, mais dans les terres qui n'étaient pas d'anciennes tourbières, tout ça, on peut voir environ à cette distance-là une semelle très très dure, très très dense. C'était le glacier qui avait compacté le sol. Boréal, on vit, c'est certain, dans une zone boréale, dans une géographie boréale.
D'après les statistiques, les premiers gels fin d'été, c'est le 7 septembre. D'après les statistiques. Le dernier gel du printemps, 7 de juin. Ce qui donne 11 à 12 semaines de possibilité de faire de l'agriculture. Bien sûr, il y a des petites gelées blanches de temps en temps qui nuisent, comme en ce moment. Ce matin, il y avait un petit gelée blanche en haut à Sainte-Agnès. Ça ne nuit pas nécessairement à l'agriculture. Ça tue certains végétaux, mais ça ne tue pas les végétaux dans le sol, là, les légumes racines. La gelée, on appelle ça de la gelée blanche parce que c'est la rosée qui gèle sur le feuillage. Puis, à ce moment-là, elle est blanche parce qu'il y a énormément d'air dans ces cristaux de glace-là. C'est pour ça qu'on la voit blanche. La petite gelée prend tous les rayons du soleil, fait que la lumière nous apparaît blanche. Quand on parle, en général, j'ai remarqué que quand on parle le premier gel du 7 de septembre, ça retarde facilement de 4 semaines. On tombe plus au début d'octobre. Cette année, c'est incroyable, là, c'est fantastique, c'est fantastique. Puis, le fait qu'on ait seulement 11 à 12 semaines de chaleur, si on peut dire, ou de période sans gel, on peut pas faire on pourrait essayer de faire des légumes sensibles au froid, mais on ne touche pas à tomates, aubergines, poivrons, plusieurs variétés de courges, etc. On ne s'occupe pas, même le maïs en haut, le maïs comestible, on ne touche pas à ça. C'est certain qu'on vient de Montréal, on est arrivé en 72 à Charlevoix. Tout de suite, on s'est salé les ongles, fait que là, on a essayé aubergines, toutes sortes de courges, poivrons. On s'est aperçu assez vite que la saison n'était pas assez longue. Par contre, il y a des légumes, certains légumes qui tolèrent très très bien le froid. Tous les crucifères en général, feuilles et racines, tolèrent énormément le froid. Il est même arrivé qu'on a récolté des choux, les choux d'hiver. Quand on dit d'hiver, ce n'est pas des choux qu'on cultive l'hiver, c'est des choux qu'on peut entreposer pendant l'hiver. On avait récolté les choux, des gros choux d'hiver, ils étaient gelés bord en bord. Gelés jusque dans le cœur, puis ils sont très très bien conservés. Les crucifères, c'est très peu sensible au froid, ça tolère beaucoup le froid. On le voit avec le kale, même les crucifères feuilles, le kale peut supporter facilement du -5, -6, -7, très facilement. Ça c'est curieux, là, même la laitue, hein, on arrive le matin, la laitue est gelée, les feuilles sont gelées, on touche puis ils cassent, sont gelés, puis l'après-midi, très très beau. Ça fait qu'on fait des légumes qui peuvent aussi tolérer l'hiver. Des vivaces qui peuvent tolérer l'hiver. Fait que l'on fait du topinambour, du panais. Le panais, on peut le récolter au printemps. On n'est pas obligé de tout le récolter à l'automne. Si on est dans un endroit où la neige arrive assez tôt, avant les gros froids, avant que le sol gèle profondément, si on a une bonne accumulation de neige, le panais est très très beau au printemps. On fait du topinambour, du réfort, des échalotes Sainte-Anne, du poireau. On a l'avantage aussi d'avoir en haut à Sainte-Agnès une neige abondante, très rapide, avant les gros froids. Puis on n'est pas d'un endroit très très venteux, fait que la neige n'est pas balayée par le vent. Il y a beaucoup de fines herbes aussi, on fait beaucoup de fines herbes qui tolèrent très vivaces, qui tolèrent très très bien l'hiver. La livèche, le cerfeuil musqué, l'origan, le thym, la sarriette d'hiver, ciboulette à l'ail, estragon, mélisse, etc. Plusieurs variétés de menthe, puis de la sauge. Certains légumes tolèrent mieux la gelée que d'autres. C'est déjà arrivé que le sol avait gelé à peu près sur 1,5 pouce, ce qui est quand même une grosse gelée là, à l'automne. Puis il y avait de la carotte qui n'était pas encore récoltée. Tous les collets de carottes, les épaules des carottes avaient gelé. Puis à fin de compte, ils se sont tous fissurés, des petites fissures, puis ils sont très très bien conservés. Comparativement, admettons, une pomme de terre qui gèle à l'automne, une pomme de terre, admettons, qui a été mal renchaussée, puis une nuit froide, la pomme de terre, elle va se liquéfier. La carotte, elle s'est très très bien gardée. Au froid, les légumes prennent du sucre. Leur substance interne se transforme en sucre. La pomme de terre, entre autres, la carotte est beaucoup plus sucrée après des gelées. Quand on goûte aux carottes qui ont gelé dans le sol, c'est-à-dire après une gelée, la carotte est beaucoup plus sucrée. La pomme de terre aussi. En général, on tient les caveaux à 2-3 degrés.
la pomme de terre, à ce moment-là, son amidon se transforme en sucre. Si on fait des frites avec cette pomme de terre-là, quand on la sort du caveau, les frites brûlent. Le sucre ça caramélise, puis les frites deviennent brunes foncées noires. Ceux qui vendent des pommes de terre à frites, ils les sortent du caveau, ils les entreposent à température beaucoup plus douce, environ 2-3 semaines, avant de les vendre aux magasins qui font des frites. Un sol sableux se réchauffe beaucoup plus vite qu'un sol argileux. Un sol argileux, c'est plus dense, puis c'est beaucoup moins aéré qu'un sol sablonneux. L'air, puis il y a beaucoup plus d'eau dans l'argile que dans le sable. L'air se réchauffe plus vite que l'eau. Mais par contre, un sol argileux est beaucoup plus lent à refroidir qu'un sol sableux. Pour la même raison, l'eau est beaucoup plus difficile à refroidir que l'air. Il y a des façons de se parer ou de corriger un peu la froidure. Il existe des toiles flottantes, ça ressemble quasiment à du papier de toilette. C'est des toiles non tissées. Si on met ça par-dessus une culture, ça peut augmenter la température du sol de 4 à 6 degrés. Juste cette petite affaire-là. Ça laisse passer l'eau, ça laisse passer la lumière, ça laisse passer l'air, mais ça fait comme une petite serre, comme un petit tunnel. On appelle ça des toiles flottantes parce que la végétation lève la toile. On n'a pas besoin de mettre d'arceaux, tout ça. On s'en sert pour les courges, entre autres, avant floraison. Aussitôt que les courges commencent à fleurir, on enlève la toile. Quelqu'un qui sèmerait son maïs ou son haricot tôt en saison aurait avantage à mettre une toile comme ça pour réchauffer le sol. Puis en même temps, cette toile-là aussi, elle sert de toile anti-insectes. Mais la meilleure toile anti-insectes, c'est une toile qui est comme celle-là, qui est plus tissée. On voit, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, la toile est tissée. Ça laisse passer l'eau, l'air, la lumière, mais ça ne laisse pas passer les insectes. À la ferme, mouche de carotte, mouche de l'oignon. Si on ne mettait pas ça, tous nos oignons, mouche de la carotte, mouche du chou, pas mouche de l'oignon. Si on ne mettait pas ces toiles-là sur nos ravioles, sur les radis d'hiver, ensuite sur les carottes, les panais, tous ces légumes-là seraient piqués soit par la mouche de la carotte ou la mouche du chou. Quelques avantages de la nordicité. Moins d'insectes nuisibles, qui sont en plus grand nombre dans les zones plus chaudes. À Sainte-Agnès, on est chanceux, pas encore de teigne du poireau. Il y en a à Malbaie, il y en a à Baie-Saint-Paul. À Sainte-Agnès, la mouche du poireau n'est pas encore arrivée. Ça, quand on installe une toile comme ça, on lui donne un peu de mou pour pas qu'elle soit complètement à plat et tirée. On peut la fixer par des briques, des roches, des planches sur le côté de la parcelle. Moins d'insectes nuisibles, la teigne du poireau, la chrysomèle rayée, des cucurbitacées, des courges, concombres, etc. On n'a pas de ça à Sainte-Agnès. Plus de photosynthèse, les jours sont plus longs. Plus on monte dans le nord, plus les jours sont longs. Un peu plus de photosynthèse. Les légumes sont plus goûteux. Un légume, plus qu'un légume a de la misère ou une fine herbe à pousser, plus le légume ou la fine herbe va être délicieux, va goûter, va avoir plus de saveur. La population, plus on va dans le nord, la population est moins abondante. Ça, je sais pas, ça peut être un avantage pour certains, puis un désavantage pour d'autres, mais je considère plus que c'est un avantage ici. Clarté de l'hiver enneigé. L'hiver, on se lève la nuit dans la maison, puis pas besoin d'allumer les lumières, il fait clair. Il s'agit qu'il y ait un petit peu de lumière dehors, puis la neige reflète énormément. Boréal, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé par les chefs en fine gastronomie. Légumes boréaux, etc., etc. Fait que ça donne bien qu'on soit en région boréale. La neige, c'est un matelas isolant. En dessous de la neige, il ne fait jamais plus froid que moins 5 ou moins 7, parce que la neige est pleine d'air. La neige, c'est vraiment c'est de la laine minérale sur le sol. Puis, un avantage qui n'est pas nécessairement négligé, moins de tonnes de gazon. Il fait moins chaud, la
la saison est plus courte, fait qu'on a moins de gazon à tondre. En parlant du gazon, le gazon, hein, comment dire ça? C'est la plus grande surface agraire en Amérique du Nord. C'est grave de dire ça, là. Puis les gazons sont traités énormément. J'étais allé une année en Europe de l'Est, en Bosnie. Je serais très gêné d'amener des Européens de l'Est chez nous. Nous autres aussi, on a du gazon. Eux autres, là, tu sors de la maison, tu descends et marches du balcon, il y a des choux, des carottes. Il n'y a pas de gazon. Tous les espaces sont occupés. C'est dire qu'il y a encore des villes qui interdisent de planter autre chose que du gazon sur la façade qui donne sur la rue. Quelques mots techniques. Les degrés jour. C'est l'accumulation des degrés jour qui déterminent la possibilité de faire pousser tel ou tel légume dans telle ou telle région. Il y a aussi d'autres facteurs, l'ombre, la lumière, la pluviométrie, la texture et la structure du sol, mais les degrés jour, c'est un des principaux facteurs qui détermine si on peut faire pousser un légume chez nous. Les degrés jour sont calculés température maximum moins température minimum divisé par 2. Fait que si on a un thermomètre minimum-maximum chez nous, de toute façon, si vous faites degrés jour sur Internet, toutes les régions du Québec, on donne les degrés jour accumulés. Fait que température maximum moins température minimum divisé par 2, puis on additionne à chaque jour. Pour un pois sec, pas les pois verts, mais pour un pois sec, ça prend entre 800 et 950 degrés jour d'accumulé. Pour le haricot frais, ça prend 650 degrés jour d'accumulé. C'est des petites indications. Ensuite, les degrés jour sur les plus hautes, sur les hauteurs des Laurentides, surtout au nord de Montréal, il y a en général de 800 à 1000 degrés jour d'accumulé pendant une saison. Puis la région la plus au sud du Québec, de 2100 à 2700 degrés jour. Fait qu'il y a une grande différence. Montréal, 1900 degrés jour d'accumulé dans une saison. Québec, 1500 à 1800 degrés jour. Fait que ça fait quand même des grandes différences. Non, il ne faut pas confondre degrés jour avec température de seuil de croissance. Ça veut dire que ce n'est pas tous les légumes qui poussent à la même température. Ainsi, pour les céréales, sauf le maïs, c'est 5 degrés jour, 5 degrés. À partir de 5 degrés Celsius, bien sûr, l'avoine peut pousser, le blé peut pousser. La tomate, c'est 15 degrés. Fait que si vous transplantez vos tomates, puis ça, c'est les températures seuil de croissance, surtout pour le sol. Ce n'est pas nécessairement température de l'air, température du sol. Si jamais ça vous intéresse de prendre la température du sol, vous la prenez idéalement toujours à la même heure. Ça prend juste un petit thermomètre qu'on insère à peu près à 5-6 pouces dans le sol. L'endroit le plus représentatif de votre jardin. Puis, toujours, essayez de le prendre toujours vers la même heure, à 10 heures du matin. Pas trop tôt, parce que le sol n'est pas encore réchauffé. Pas trop tard, là, le sol va être trop réchauffé. Fait qu'ainsi, pour les céréales, à partir de 5 degrés Celsius, la céréale peut pousser. La tomate, 15 degrés. Le haricot, 10 degrés. Les pois, 5 degrés. Quelques exemples. Ça donne une bonne indication pour savoir quand on sème, quand on transplante. Si, mettons, je sème mes haricots qui demandent 10 degrés de température de sol, alors que le sol est à 5 degrés, la graine va peut-être pourrir, sûrement pourrir. Les champignons vont s'en occuper avant que la chaleur puisse la faire germer. C'est pour ça qu'on voit les graines qui sont vendues maintenant, là, bleu fluo, vert fluo. On voit des semences là, qui sont pas du tout la couleur de la semence. Ils sont enrobés d'un fongicide, ce qui permet aux cultivateurs de semer plus tôt en saison. Fait que leurs graines ne pourrissent pas. Il y a un fongicide autour qui l'enrobe. Un autre point de vue
la nordicité, la zone de rusticité. Ici, dans Charlevoix, en général, on est zoné 3, 3, 3A. Plus le chiffre est gros, plus c'est chaud. Plus le chiffre est bas, plus c'est froid. Ainsi, zone 1, c'est toujours en partir des températures maximales les plus froides de l'hiver. La zone 1, c'est que l'hiver, il peut faire jusqu'à moins 45. La zone 2, de moins 40, moins 40 degrés. La zone 3, moins 40 à moins 35. On est en général dans Charlevoix, dans cette partie-là. Fait que c'était quelques notions sur la nordicité. Maintenant, agriculture bio. Dans le langage populaire, l'agriculture bio se définit par la négative, sans produits chimiques, pas de produits chimiques. Alors que ça ne devrait pas être sa définition. La définition la grosse définition de l'agriculture bio, c'est de la matière organique. C'est au lieu de mettre des engrais chimiques, mettre de la matière organique au sol, nourrir le sol. On va voir pourquoi plus tard. Ensuite, je trouve ça triste que faut que ce soit le bio qui s'affirme bio, alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être l'agriculture chimique qui dit « moi, je suis chimique ». C'est une drôle, ça, des drôles de définitions. On ne serait pas obligé de dire, on ne devrait pas être obligé de dire que moi je suis bio, mais ceux qui empoisonnent le sol et nous autres devraient être obligés de dire moi je suis chimique. Agriculture biologique. Bios, ça veut dire vie. Fait que le grand principe de l'agriculture biologique, c'est nourrir la vie du sol. Le sol, c'est l'habitat intime d'une multitude de micro-organismes, surtout des bactéries. Dans 1 gramme de sol, 1 gramme, hein, c'est le fond de ma main, là, de sol arable, là, pas de plage, 1 gramme de sol arable, il y a plus de 1 milliard d'individus dans 1 gramme de sol. Le sol, c'est vivant, le sol. On pense que c'est inerte, le sol, que c'est seulement... L'agriculture conventionnelle définit le sol comme juste un support de croissance. Ils nourrissent avec des engrais chimiques, fait que c'est juste un support de croissance, tandis qu'en agriculture bio, mais on ne nourrit pas la carotte, on nourrit le sol. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est plus tard. Ce sont principalement des bactéries. Puis les bactéries, hein, c'est la première forme de vie sur Terre, c'était les bactéries. Juste pour vous dire, dans un grain de poussière, à terre, dans le coin, là, il y a plusieurs milliers de bactéries dessus. C'est pour dire la petitesse aussi de ces individus-là, parce que c'est vraiment des individus, même s'ils sont unicellulaires puis sans noyau, c'est vraiment des individus. Puis en plus, ils se multiplient par division. Fait qu'une bactérie donne 2 bactéries, ces 2 bactéries-là donnent chacun 2 bactéries. Ça fait qu'en un jour, c'est des milliards de bactéries. Mais heureusement, s'il n'y avait aucun contrôle là-dessus, on serait envahi par les bactéries. On n'aurait plus de place sur le... Fait que les bactéries sont détruites par d'autres bactéries, sont détruites par la sécheresse, par les champignons. Il y a une autorégulation. Les bactéries sont à la base du système alimentaire des sols. 80% des antibiotiques utilisés chez l'animal, homme et animal, proviennent des bactéries telluriques, des bactéries du sol. 80% des antibiotiques connus en ce moment proviennent des bactéries du sol. En plus des bactéries, il y a des algues. Si vous jardinez là, ou si vous regardez le sol, souvent on va voir il y a comme des points bleus, des points verts à la surface du sol, des fois un peu de rougeâtre, ce sont des algues. Ensuite, il y a des champignons. Dans les champignons, des champignons microscopiques, là, je ne parle pas des champignons comme monsieur. Les champignons microscopiques. Dans les champignons, il y a les levures, les moisissures, les mycorhizes, dont on parle de plus en plus. Puis il y a des actinomycètes aussi, des nématodes. Il y a plein d'individus qui sont dans le sol. Les bactéries s'unissent
Quand je dis qu'il y a il y a plus d'1 milliard de bactéries par gramme de sol, là, c'est pas toutes les mêmes bactéries, hein. Il y a énormément de diversité dans les bactéries. Ils s'unissent pour donner de la structure au sol. Un sol qui est mort, un sol vivant, ça n'a pas de structure, c'est toute de la poussière, ça part au vent, ça part à l'eau. Puis un sol qui est rempli de bactéries va plus s'unir, ils vont faire des colloïdes qu'on appelle, comme des petits grumeaux qui sont très bien structurés et qui se tiennent entre eux. Sans matière organique, les bactéries, il n'y aurait presque pas de bactéries. Il y a des bactéries qui peuvent vivre sans matière organique, qui peuvent vivre un peu avec de la photosynthèse, mais très, très rare. Quand on met du compost au jardin, du fumier composté ou du compost végétal, c'est pas pour nourrir la carotte. Je parle de la carotte, là, mais c'est n'importe quel végétal. On ne nourrit pas la carotte avec ça. Nous autres, on a besoin de fer, entre autres, dans notre organisme. Fait que si, mettons, je prends une pâte de table, je la passe avec une râpe, puis je prends la poussière de fer, je vais chier la même poussière de fer, je ne pourrais pas l'assimiler. La carotte, c'est un peu ça. Elle ne sait pas quoi faire du compost ou du fumier composté ou du compost végétal. Ce sont les bactéries qui nourrissent la carotte parce qu'ils ont dégradé la matière organique qu'on a mis au sol. Quand on met du compost au sol, il y a de l'azote, du phosphore, potassium, calcium, etc. Ces éléments-là sont trop compliqués pour que la carotte puisse les assimiler. Les chaînes moléculaires sont trop complexes. La carotte, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Les bactéries, entre autres, il y a d'autres organismes aussi, micro-organismes, les bactéries défont les structures moléculaires, rendent les chaînes beaucoup moins complexes. Puis là, la carotte peut se servir. Quand on met de l'engrais chimique, les chaînes moléculaires sont très très simples dans les engrais chimiques. Fait que la carotte, elle peut se servir d'un engrais chimique. C'est un peu comme si on prend un sac de chips, c'est pas difficile de voir le fond. La carotte avec un engrais chimique, elle fait la même chose. L'engrais chimique, waouh, on en prend. Mais pour en prendre, il faut qu'il y ait de l'eau dans ses tissus pour absorber les engrais chimiques. Fait que la carotte se gorge d'eau. C'est une des raisons pour lesquelles les légumes en régie biologique sont plus goûteux et ont moins d'eau. Quand c'est les micro-organismes qui simplifient les chaînes moléculaires des fertilisants, la carotte, elle va prendre ses besoins selon ses besoins. Quand c'est des engrais chimiques, elle fait comme nous autres, comme je l'ai dit, devant un sac de chips, on ne prend pas nos besoins, on prend extra de besoins, puis il faut qu'on prenne, c'est salé, on prend de l'eau en masse, la carotte, elle fait exactement la même chose, il faut qu'elle prenne de l'eau, fait qu'il y a plus d'eau dans la carotte, elle est moins goûteuse, il y a plus de matière sèche dans les légumes en régie bio, plus goûteux. Plus un sol est riche en matière organique, plus il y a de micro-organismes dans le sol. Plus il y a de micro-organismes dans le sol, plus il y a de micro-organismes pour s'occuper des micro-organismes nuisibles, pour les empêcher de croître parce qu'ils occupent tout l'espace, ou encore pour les manger parce qu'ils se mangent entre eux autres, les bactéries aussi. Au printemps, quand il est au-dessus de 5 degrés Celsius, quand la neige fond, qu'il y a de la bouette, tout ça, on sent une odeur, mais ce n'est pas la terre qui sent, ça, c'est la vie du sol qui sent. Ce qu'on sent, là, c'est l'action des micro-organismes. 80% de la biomasse sur la Terre, c'est les humains, les animaux, les végétaux, le gazon, les arbres, etc. 80% de la masse, de toute cette masse-là sur la Terre, est dans le sol. Le poids de la vie microbienne du sol est presque aussi, sinon plus important que le poids de la masse qui vit hors sol. Ça, c'est fantastique. Les micro-organismes, là, ça, c'est... Il y en a plusieurs, hein, de plus en plus, qui disent que les humains, les animaux, les végétaux, on est des esclaves des micro-organismes. Sans micro-organismes, on ne serait pas là. Les micro-organismes, dans notre nez, dans notre bouche, nos yeux, nos oreilles, notre système digestif, on a 10 fois plus d'individus étrangers à nous autres
dans nous qu'on a de cellules. Ça, on pense qu'on est tout seul, là, mais non, c'est pas vrai. On ne sera jamais tout seul. Un enfant qui naît par césarienne, il est tout seul. Lui, il est vraiment tout seul. Dans le placenta, il n'y a pas de vie à part la sienne. Il n'y a aucun micro-organisme dans le placenta. L'enfant, il est vraiment tout seul. Quand il naît par césarienne, il est tout seul. Mais au contact des infirmières, la mère est peut-être moins prête à le prendre s'il est né par césarienne. Les infirmières, l'air ambiant, là, il commence à se peupler. Maintenant, ce qu'on fait, des enfants nés par césarienne, on les badigeonne de liquides vaginaux puis de liquides anusien, comment est-ce qu'on dit ça? Anal, pardon. Pour le peupler. L'enfant, quand il passe dans le vagin, sans césarienne, il se remplit autant par sa bouche, ses yeux, son nez, sa peau, de micro-organismes qui appartiennent à sa mère. Les enfants nés par césarienne, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'asthme et aux allergies s'ils n'ont pas été badigeonnés à leur naissance de micro-organismes. Ça, je trouve ça fantastique, hein, que les micro-organismes, c'est vraiment un monde, on ne les voit pas, hein, on n'a même pas conscience, c'est certain, on pogne une grippe, un virus, mettons, le muguet chez l'enfant, c'est des champignons, etc. Là, à ce moment-là, on les voit, mais à part ça, on s'occupe pas, on ne pense pas à eux autres, mais ce sont vraiment, d'après moi, les maîtres du monde. Les micro-organismes sont essentiels pour la nourriture des végétaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Puis les micro-organismes sont apparus bien avant les végétaux. J'ai parlé tout à l'heure de certains micro-organismes qui peuvent vivre de photosynthèse, mais ce sont eux principalement qui sont apparus bien avant les végétaux. La formation des sols arabes. Il y a un phénomène, il y a des facteurs physiques. Le géographe va me corriger dans ce que je dis. Mettons les frottements des roches, le gel, le dégel sur la matière rocheuse du sol. Puis ensuite, il y a un traitement, il y a une formation plus biotique avec les micro-organismes qui s'insèrent dans cette poussière de roche-là, puis qui développent d'autres agrégats, si on peut dire, des petits agrégats, les bactéries, les champignons. Un sol de surface, quand on prend de quoi est composé un sol de surface, il y a 50% de minéraux, les petites roches, le sable, le limon, l'argile, 45% d'air et d'eau, puis 5% de matière organique, dans lequel, puis au travers de tout ça, bien sûr, il y a les micro-organismes. Aussi, il y a les acides qui sont sécrétés par les racines des plantes, parce que les micro-organismes ne sont pas tout seuls à jouer dans le sol. Là. Les racines des plantes sécrètent aussi des substances dont les micro-organismes se nourrissent. Puis toutes ces actions-là, abiotiques puis biotiques, mais se font tout le temps. Là. Tout le temps, c'est en fonction. Tout à l'heure, j'ai parlé de certains champignons qui peuvent vivre à l'aide de photosynthèse, qui n'ont pas besoin de matière organique pour se développer. Puis de bactéries aussi qui peuvent vivre à l'aide du soleil. Quand vous arrachez un plant de fèves, de gourgane, un plant de légumineuses, là, de pois, de trèfle, vous voyez des petites boules sur les racines. Ça, ce sont des bactéries qui se sont développées à l'aide du soleil. Fait qu'eux autres, ils fournissent de l'azote qu'ils ont synthétisé aux racines des plantes. Puis, ils se nourrissent des racines des plantes. Ils vivent en complète symbiose. Un ne nuit pas à l'autre. Les deux s'entraident. Je peux me permettre une question? Oui. Parce qu'on dit qu'il y a des plantes qui sont fixatrices d'azote, mais c'est pas la plante qui risque. Je ne sais pas si vous pouvez éclaircir ça. Bien, ce sont les bactéries sur les racines des plantes qui contiennent l'azote. Okay. C'est pas la plante. La plante, c'est certain que si tu as un engrais vert, admettons, si on enfouit une plante verte, il y a de l'azote. Hein? Tout ce qui est vert, c'est beaucoup plus d'azote que de carbone. Tout ce qui est brun,
des feuilles mortes, des tiges sèches, de la paille. C'est plus riche en carbone qu'en azote. Mais une plante verte, c'est riche en azote. Mais en plus, les légumineuses fixent l'azote atmosphérique. Dans l'atmosphère, il y a 79% d'azote. Ce n'est pas de l'oxygène à 100% dans l'atmosphère, 79% d'azote. Après un orage électrique, vous remarquerez ça, s'il y a de la pluie, pendant qu'il y a des éclairs, le lendemain, vous allez voir le gazon, il est beaucoup plus vert que juste de la pluie. L'électricité fait en sorte que, je ne sais pas comment le phénomène physique et chimique qui se produit, mais parce qu'il y a 79% d'azote dans l'air, quand il y a des orages électriques, cet azote-là est libéré, puis les gouttelettes d'eau l'amènent au sol. Vous remarquerez ça après un orage électrique. Fait qu'en gros, c'était mon entretien. Fait que maintenant, on va regarder quelques photos. Fait qu'on est situé à Sainte-Agnès, sur le ruisseau des Frênes, pas loin du Bootlegger. Fait que ce qu'on a tout le temps en face quand on travaille, c'est ces montagnes-là. Fait que s'il n'y avait pas eu le météorite de 2 km, là, il y a 350 millions d'années, mais on serait comme ça, on serait dans des montagnes comme ça, ici. Fait que l'hiver, c'est certain, c'est beau de la neige. Hein? Fait que, à un moment donné, je me suis amusé. Ça, ce sont des légumes, des betteraves. C'est toutes des betteraves. La betterave blanche à sucre, la betterave Mengel, la betterave rouge longue, la betterave Chioggia, la betterave jaune. Bien sûr, il manque la rouge ronde, la crapaudine. Il y a énormément de variétés de betteraves. C'est ça, la betterave sucrière, blanche à sucre. Il y a une grande partie du sucre mondial qui est encore fait avec la betterave sucrière. Les betteraves Mengel, il y en a de la jaune comme ça, il y en a de la blanche. En Europe, ce sont des betteraves fourragères. On donne à manger à ça aux bovins. Ceux-là, mais bon. Fait quand même, je me suis amusé à faire des images. Fait que ce qu'on vend comme légumes, comme mini-légumes, là, c'est comme ça, puis on laisse environ un pouce et demi de tige. Ça, c'est pas gros, là. Mettons, cette betterave-là est à peu près ça de longue, sans la tige. La betterave Chioggia, très intéressante. À la cuisson, elle perd un peu de la clarté de ses cercles. Elle devient un peu plus terne. On fait aussi de la mini-carotte rouge, mini-carotte jaune, orange, blanche, le boule, il manque la carotte mauve, la carotte noire, de la poirée, très résistant au froid. Hein? La poirée, là, du -4, -5, la poirée, il ne faut pas y toucher le matin, là, mais dans l'après-midi, elle est très très belle. Encore il y a de la poirée rouge, blanche, verte. Encore de la poirée rouge. Le kale, il y a du kale comme ça, à feuilles plus dentelées. Il y a du kale à feuilles plus lisses et plus grosses. Il y a du kale à feuilles très longues, du kale rouge, du kale vert. L'orpin. L'orpin, c'est une plante décorative. On vend ça dans les centres jardins. C'est une mauvaise herbe aussi, là, qu'on peut voir à certains endroits. En latin, c'est du sedum. En anglais, c'est live forever, vie toujours. On prend une feuille d'orpin, on la met sur le comptoir, la semaine d'après, elle est aussi belle. C'est des plantes très, très grasses. C'est encore plus gras qu'une feuille de chou. Ça donne les dimensions, là, un peu de l'orpin. Et vous l'utilisez comment? En verdurette, là. Okay. En mélange de salade. De la poirée qui monte en graines. La petite oseille, il existe la grande oseille, les feuilles sont beaucoup plus longues. Il existe aussi la petite oseille. Ça, les feuilles sont à peu près grosses comme le dedans de mes doigts ici. Puis c'est plus rampant, c'est pas élevé.
La grande oseille, quand on prend une feuille de ça, hein, on ne met pas ça dans une salade. Là, il y a une espèce, pas une amertume, mais là, il y a un goût fort. La petite oseille a le même goût, mais beaucoup plus doux. Elle, on peut la mélanger en salade. Topinambour. J'ai une variété de topinambour. Regardez la hauteur, ça c'est un adulte. Là. Regardez la hauteur des plants, ça monte à 10, 11 pieds de haut. Le topinambour, c'est un des seuls légumes qui est originaire d'Amérique du Nord, qu'on mange. La plupart des autres légumes viennent surtout de l'Europe, de l'Orient, du Moyen-Orient, mais le topinambour vient de l'Amérique du Nord. C'est un légume racine. On plante ça comme la pomme de terre, on met un tubercule en sol, puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le topinambour, touche pas à ça, c'est envahissant ». C'est pas vrai, ça. C'est comparé au chien-dent, je ne sais pas si vous jardinez, mais le chien-dent, c'est envahissant, puis c'est dur à détruire. Le topinambour, à chaque année, on le relocalise d'endroits pour lui donner une distance entre chaque plant, là, à peu près cette distance-là, puis un peu plus large entre chaque rang. Fait que les topinambours sont beaucoup plus gros. Si on laisse toujours le topinambour à la même place, même si on le récolte, il reste toujours des tubercules, des éclats de tubercules. Là, ça pousse, puis sur une grandeur grande comme ça, il peut avoir 20, 30 tiges qui sortent. Là, ça donne du petit topinambour. Fait que c'est préférable de le localiser. C'est certain que l'année d'après, il y a des éclats qu'on a oubliés dans le sol, il y a des topinambours qu'on n'a pas récoltés, ça repousse, mais il s'agit de passer. Même si on a semé d'autres choses, on passe en culture et on les arrache. On passe 3 fois l'année d'après, puis c'est réglé pour le topinambour. Y a-t-il d'autres choses sur le topinambour? Le topinambour, idéalement, on le plante à l'automne. Il peut passer l'hiver dans le sol. On peut en récolter. En ce moment, on est dans la récolte du topinambour. Puis on peut en laisser là. Au printemps, on peut le récolter aussi. Idéalement, on le plante à l'automne. Il pousse, il décolle un peu plus vite que si on le plantait au printemps. Poireau, on vend du mini poireau, c'est ce qui explique la distance entre les plants. Du gros poireau, là, on ne plante pas ça près comme ça. Haricots, on fait un peu d'haricots. Je ne sais pas si vous remarquez, si vous avez déjà fait des haricots, mais regardez la floraison. Dans les haricots, il y a les haricots grimpants, les haricots buissonnants. Puis, il y a aussi une autre caractéristique, il y a des haricots à floraison externe, à floraison interne, puis à floraison semi-externe. Ça, c'est une variété à floraison externe. Fait que la plupart des fèves, des haricots, sont au-dessus du plant. Fait qu'on n'a pas à fouiller dans le plant pour... Fait que ça, c'est une semence que j'avais achetée il y a une quinzaine d'années d'Europe, de France, puis maintenant, je les multiplie moi-même. Haricots, hein, c'est facile à multiplier, c'est un fruit qui est autogame. Autogame, ça veut dire que la même fleur se fertilise elle-même, se féconde elle-même. C'est une fleur bisexuée, là, les deux sexes sont sur la fleur, comme le pommier. Le pommier, les deux sexes sont sur la fleur, mais le pommier, la fleur de pommier ne peut pas s'auto-féconder parce que son pollen n'est pas prêt en même temps que son pistil. Son organe mâle n'est pas prêt en même temps que son organe femelle. Fait que la fleur du pommier va féconder une autre fleur à côté qui est prête, mais elle ne peut pas s'auto-féconder. La fleur des haricots peut s'auto-féconder, puis ce qui est fantastique, elle peut se féconder avant l'éclosion de la fleur. Fait qu'il n'y a presque pas d'incidence des insectes pollinisateurs qui peuvent faire une pollinisation croisée avec une autre variété d'haricots à côté. Fait que c'est très facile de faire ces semences, de garder. Il s'agit de ne pas récolter du tout quelques plants, faire aucune récolte, puis à l'automne, les mettre de côté, laisser sécher, les écosser. C'est bon. Ça, c'était des haricots ici. Je passe la tondeuse. Ça, c'est encore des haricots dans laquelle la tondeuse n'est pas passée. Fait que dans le haricot, je passe la tondeuse au lieu d'arracher les plants. Est-ce qu'il y en a qui devinent pourquoi? Pour l'azote? Exactement. Si j'arrache les plants, j'apporte les nodules,
les petites boules sur les racines, fait que j'enlève l'azote dans le sol. Si je tombe, les petits nodules sur les racines restent au sol, les rhizobiums. On les voit, là. Fait que tout ça ici, là, c'est des réserves d'azote pour l'année suivante dans le sol. J'ai essayé aussi des couvre-sols. Ça, c'est des haricots, fin de saison. Puis entre les plants, j'avais semé du trèfle. J'attends que le haricot sorte, à peu près ça d'eau. Puis à la volée, dans les rangs, je sème du trèfle. Puis ça nuit pas. Puis en même temps, ça, il y a de l'azote sur les haricots, comme on l'a vu. Le trèfle, c'est une légumineuse aussi. Fait qu'il y a encore plus d'azote dans le sol. Fait qu'au printemps d'après, je travaille mon sol. Fait qu'il y a déjà une réserve d'azote. Fait que je ne suis pas obligé de remettre autant de fumier composté ou de compost. Ça ici, cerfeuil musqué. Ça aussi, c'est des plantes, une très très belle plante qui peut servir comme attrait dans les jardins décoratifs, puis aussi qui est comestible. Ça ressemble à de la fougère, c'est dans la famille de la carotte, ombellifère. Je dis ombellifère, mais dernièrement, les noms de famille ont changé. Là, par cœur, je m'en souviens plus. Ça goûte l'anis. C'est un cerfeuil musqué. Fait que s'il y en a qui ont déjà goûté au cerfeuil, ça a un goût anisé. Le feuillage est encore plus anisé que le cerfeuil commun. C'est la seule plante que je connaisse dont on peut manger les fleurs, les graines, avant qu'elles viennent mûres. Les graines sont assez longues, ça fait une graine un peu presque la grosseur d'une allumette de carton, moins longue, mais la grosseur d'une allumette de carton. Quand les graines sont vertes, là, c'est des boules noires, c'est de la réglisse noire. Ça goûte vraiment à l'anis. On peut manger le feuillage, les tiges, puis les racines aussi sont comestibles. Pas nécessairement à manger comme une carotte, il faut arracher ça à pelle, ça ne s'arrache pas comme une carotte, mais pour aromatiser des sauces, pour les rendre très anisées. Une autre plante, cerfeuil musqué, c'est vivace, très rustique. Hein. En littérature, on dit zone 4, mais nous autres, on est 3A, puis ça survit très très bien l'hiver. L'ivèche, une autre vivace, comestible, goût de céleri. Goût de céleri prononcé par contre. Là. Des fois, on en prend l'épicerie du céleri là, qui est trop fort, là, mais ça, c'est encore plus fort. Fait que c'est à utiliser avec modération. Dans des bouillons, on n'en met pas beaucoup. À la maison, on s'en sert quand on fait cuire du poulet. On met 1 ou 2 branches sur le poulet. C'est incroyable. Ça aussi, les graines ne sont pas comestibles, mais le feuillage se mange, les tiges sont creuses. J'ai déjà vendu des tiges au Château Frontenac pour mettre dans Bloody Mary. Goût de céleri. Mais ça n'a pas marché longtemps parce que le céleri, quand on a fini notre Bloody Mary, on le mange. Mais les tiges sont fibreuses, ça goûte vraiment le céleri fort. Mais c'est comme une paille, la tige, un peu comme la ciboulette, mais beaucoup plus gros. Puis la racine aussi se mange. La racine séchée est très, très appréciée des chèvres. L'aneth en fleurs, on vend la même famille que la carotte, ça aussi. On vend les fleurs, puis on vend le feuillage aussi. On vend des fleurs comestibles aussi, la bourrache, une annuelle. Une très belle petite fleur. Elle a à peu près, elle a un peu plus petite que la grosseur qu'on voit ici. Donc, en diamètre, là, elle a à peu près cette grosseur-là. Fleurs de bourrache. D'autres fleurs comestibles, des soucis, des calendulas, puis des centaurées, les bleuets qu'on appelle aussi. Calendula, ça a un parfum, hein, pas nécessairement la fleur, mais quand on casse les fleurs, l'espèce de résine qu'il y a dans la tige, là, j'aime énormément cette odeur-là. Ciboulette, petite fleur de ciboulette. Comestible, ça aussi. Ciboulette à l'ail, fleur de ciboulette à l'ail. Bouton de, ça aussi comestible, bouton de fleurs de ciboulette. La ciboulette, là, si vous en faites, là, essayez de la placer à ombre ou
plus que 50% d'ombre. Les tiges vont être beaucoup plus fines. Ça dépend si vous aimez les grosses tiges de ciboulette, mais en général, en fine restauration, on apprécie les tiges fines. C'est pas pour transformer, eux autres, c'est plus pour se servir en décoration. Fait que quand il y a plus que 50% d'ombre, puis même on peut aller jusqu'à 75% d'ombre sur la ciboulette, les tiges, ça va pousser moins vite, etc. Mais les tiges vont être très fines. Encore, ça c'est une autre variété de ciboulette à l'ail. Je sais pas, oups, peux-tu retourner Antoine? Ici? Non, juste la suivante. La ciboulette à l'ail fleurie, ensuite elle fait comme l'écorce autour de ses graines. Puis avant que les graines mûrissent, ça c'est vert, puis c'est gros, c'est pas gros, là, c'est un peu plus gros qu'une allumette de bois, le bout d'une allumette de bois, mettons 2 fois plus gros que le bout d'une allumette de bois. L'autre jour, il est venu un chef à Montréal, dans mes jardins, puis il voit ça. Ah, je te prends tout ça. Il n'avait pas beaucoup, là. Lui, il fait des cadres avec ça, avant que la graine mûrisse, avant que cette partie-là, l'espèce d'écorce de tégument qui enveloppe les graines, est encore vert, puis ça goûte vraiment la ciboulette à l'ail. Fleurs comestibles, les mérocales, les boutons avant floraison se mangent, les capsules après floraison se mangent, les fleurs se mangent, les jeunes pousses au printemps se mangent en salade, puis ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui ont comme des renflements au niveau des racines, ça aussi ça se mange. Encore des fleurs comestibles, mini-tagettes, la livèche qu'on voit ici à l'arrière, le cerfeuil musqué de tout à l'heure, tournesol. On fait toujours un peu de tournesol à la maison. Puis les oiseaux rentrent dedans, les geais bleus, les écureuils aussi. Puis au printemps, il y a une talle de tournesol qui repousse. C'est une réserve d'écureuils. Il a mis ça dans la terre, fait qu'on en laisse repousser. Encore d'autres fleurs comestibles, la salvia, c'est une sauge, mais c'est pas une sauge qui goûte la sauge. Ça, c'est comme fleur de bouquet. Ça peut durer 2 semaines facilement, là, sans laisser tomber de pollen, etc. C'est pas haut, là, c'est des petites inflorescences sodo, mais ça se garde très très longtemps en eau. De la laitue ici en graines, qui veut monter en graines, là, ça fait comme des petits sapins. Une autre fleur, ça c'est une des meilleures fleurs comestibles que je connaisse. Là. Tu m'en parlais tout à l'heure, la bergamote. J'oublie le nom. Un autre nom. C'est certain que la fleur, c'est assez gros, là, ça peut être ça de gros, ça d'eau. On mange plus les espèces de fleurs, chaque fleur. Puis, tout dépendant des variétés. Il y a des variétés qui sont poivrées. On goûte à ça, puis ça goûte le poivre. Il y a d'autres variétés. Le premier goût qui vient en bouche, c'est du sucre. C'est très, très doux comme fleur. Ça, c'est vivace, très, très rustique. Il y a des variétés qui sont très sensibles au blanc. Le blanc, c'est un champignon qui peut s'installer sur le feuillage, les tiges, puis à un moment donné, qui monte dans les fleurs. Mais il y a des variétés qui sont très peu sensibles au blanc. Puis ce blanc-là, en général, le blanc, les champignons se développent à l'humidité, en général. Mais le blanc sur... je cherche l'autre nom que la bergamote. Le blanc ici, plus c'est sec, plus le blanc va s'installer. Fait que si, mettons, vous avez de cette plante-là chez vous, puis qui a tendance à avoir du blanc, vous avez juste à irriguer avant que le blanc apparaisse, bien sûr, là, puis vous allez avoir moins de blanc. Ça, ce sont des pois. C'est un pois à vrille. Ça, là, c'est presque la longueur réelle, là, 5, 6, 7 pouces de long. Le pois, il fait toujours des vrilles. Hein. Toutes les sortes de pois font des vrilles, s'accrochent dans la clôture. Fait que ce pois-là, il fait des grandes vrilles, puis très, très vrillé, on le voit. Là. Puis ce qu'on vend, c'est on coupe la vrille ici, puis on vend les vrilles en décoration. Puis ça goûte vraiment le petit pois. C'est le même goût. Les pois, on laisse faire les pois. Les fleurs sont comestibles aussi dans toutes les sortes de pois.
Ça, il commence, ici, on voit, ça, c'est pas gros, hein, c'est gros comme ça, là. Ça fait, on vend ça au printemps, c'est comme un petit brocoli. C'est du réfort. Puis là, il commence à monter en fleurs. C'est une crucifère dans la famille des choux, là, des navets, des ravioles. C'est la racine qu'on mange, c'est une vivace très, très rustique. Puis au printemps, on peut même manger le feuillage. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté du réfort comme ça, le wasabi. C'est une sorte de réfort. C'est fort, le wasabi, mais quand on goûte la racine, c'est encore plus fort que ça. Le petit brocoli, il goûte le réfort, mais pas fort. Le feuillage au printemps, le jeune feuillage, il goûte le réfort, mais pas fort. Très intéressant, mais le petit feuillage, il dure, avant qu'il vienne trop fibreux, c'est 2-3 semaines. Le petit brocoli, comme ça, c'est une semaine et demie. Ça, c'est le réfort en fleurs. C'est très, très beau comme plante. Ça monte à peu près ça d'eau. Des différentes sortes de laitue. On en fait beaucoup moins de la laitue maintenant. Ça prend du volume, hein, de la laitue quand on va livrer à Québec. Là. Puis la laitue, si on attend trop, elle vient vite amère. Elle prend plus un goût d'amertume. Puis c'est important, la laitue, de laisser une bonne distance. Il y en a qui sèment la laitue comme ça dans le jardin. Très, très serrée, elle devient très amère rapidement. Tandis que quand on peut, ici, c'est tout transplanté, ça, c'est parti en multicellule puis transplanté, avec un espacement pour pas trop que les laitues se touchent, beaucoup plus douce. La marche, ce qu'on appelle aussi la doucette, en France, c'est le salade d'hiver, ça. Ça aussi, très rustique au froid. J'ai déjà vu du -8, -9. Le matin, c'était gelé. L'après-midi, c'était très, très beau. C'est ce qui explique que c'est la laitue d'hiver en France. Ça, il y en a qui savent ce que c'est? Vous connaissez ça, tout le monde? Oui. Ça, c'est de la marguerite. Avant qu'elle fasse sa tige fleurie, elle fait une petite rosette comme ça. Ça, c'est la meilleure salade qui n'existe pas. C'est incroyable, le goût, puis c'est pas sucré, mais y a pas, tu goûtes pas la photosynthèse, tu goûtes pas la... C'est très, très bon. On en faisait avant cultiver, là, quand on partait à multicellule, qu'on transplantait. Puis maintenant, on en fait moins. À un moment donné, le feuillage, quand la tige monte, le feuillage est moins intéressant, il est plus fibreux. Mais si vous avez de la marguerite chez vous comme mauvaise herbe, surveillez au printemps, là, les petites rosettes, là, c'est délicieux en salade. L'irrigation, on est tout irrigué, hein, sur la ferme. On a un bassin d'alimentation, on est en pente, 7% de pente, le bassin est complètement en haut. Fait que toute l'irrigation est par gravité, pas de pente. Dans le haut des champs, où la pression n'est pas assez forte, on est tout installé au goutte à goutte. Ça, on appelle ça goutte à goutte. Ça marche, c'est un système qui marche à basse pression. Si on met ça sur, mettons, 40 livres de pression d'eau, là, ça va pisser. Ça ne sera plus du goutte à goutte. Ça marche en 8 et 12 livres de pression d'eau. Ici, il y a un petit trou. Ici, c'est des micros... il y a une double paroi à l'intérieur, pas partout, mais il y a une double paroi. L'eau rentre, l'eau est dans le tuyau. Le tuyau, là, il n'y a pas d'eau dedans. En anglais, ils appellent ça du flat tape. Ça ressemble à du tape, là, c'est plat. Quand on ouvre les valves, ça vient rond. L'eau rentre dans les micro-conduits ici, par la double paroi. La vélocité de l'eau est brisée. Puis au bout de ces micro-parois-là, il y a un petit trou, puis l'eau elle dégoutte. Toc, toc. Si je faisais un trou, admettons ici, là, ailleurs que sans que l'eau passe par les micro-conduits, ça pisserait. Là. Fait que la vélocité de l'eau est brisée dans le micro-conduit, puis elle fait juste toc, toc. Ça, il y a différentes épaisseurs. On peut en mettre au framboisier, mais là, on prend beaucoup plus épais comme plastique, parce que le framboisier, ça peut durer 15 ans. Mais en culture annuelle, il y a l'épaisseur du plastique est plus mince,
puis on peut avoir des goûteurs qu'on appelle les petits trous. Là. On peut avoir ça aux 4 pouces, aux 6 pouces, aux 8 pouces, aux 12 pouces, aux 36 pouces, tout dépendant de la culture qu'on fait. Quand on fait attention, là, c'est certain que, mettons, un chien qui passe dessus, le chien, ça n'a pas les griffes qui rentrent. Là. Il peut percer. Mettons, les orignaux, les chevreuils peuvent percer, ou si on marche dessus, une roche peut percer. Fait que c'est certain que, mais vu qu'il y a seulement que 8 à 12 livres de pression, il y a un petit trou quelque part, tu ouvres ta valve, ton tuyau devient rond, tu prends du tape électrique, tu fais le tour. Les bouts de ligne de ça, là, on prend le bout de ligne, on fait juste un nœud, une boucle, on serre, vu que c'est un système à basse pression. Le tétragone, l'épinard de Nouvelle-Zélande, c'est une annuelle. C'est le feuillage qui se mange. Ça ne goûte pas du tout les épinards, mais on appelle ça épinard de Nouvelle-Zélande. L'épinard, hein, c'est dur à faire, l'épinard. En plein été, l'épinard, il monte tout de suite, là, et puis il fait quasiment pas de feuilles. Il monte, quand je dis monte, là, il monte en fleurs pas en graines. L'épinard de Nouvelle-Zélande, lui aussi, il monte, mais beaucoup plus tardivement, puis il fait juste des petites graines, puis il garde tout son feuillage. Très intéressant. Les courges, j'ai déjà essayé de mettre du trèfle aussi au travers des courges. Une fois que les courges étaient transplantées, puis ils avaient commencé à pousser, trèfle à la volée. Le trèfle blanc nain, pas le gros trèfle rouge ou qui monte très haut. Un trèfle blanc nain, le trèfle à gazon. Ça se vend ça partout, là. Puis le trèfle, une légumineuse. La légumineuse, elle fixe l'azote. Fait qu'il y a de l'azote qui est fixé, la courge peut s'en servir. Ça, les courges, hein, ça a l'air de rien. Tu sais, ça, c'était plus... oui, c'est une courge d'hiver. Il y a des courges d'hiver qui sont buissonnantes, hein, qui ne sont pas rampantes. La plupart des courges d'hiver, là, le plant est ici, puis ça va jusqu'au mur, puis même plus loin, les citrouilles. Ça un grand développement, mais il existe des courges d'hiver buissonnantes. Même s'ils sont buissonnantes, les racines, là, ça va quand même très, très loin. Il y a une année, j'avais des courges, j'avais un espacement, là, puis une allée assez large, peut-être ça de large, puis ensuite, j'avais des rangs de betteraves. Les 2 premiers rangs de betteraves, près des courges, ça n'a rien donné. Les courges prenaient toutes. Un peu comme quand on plante trop près d'un arbre. Hein. On a beau bien irriguer, ça ne pousse pas, les racines des arbres prennent toutes les valeurs fertilisantes du sol. Puis, je marche beaucoup maintenant avec l'avoine comme engrais vert. En général, quand mettons, une culture est finie, mettons que j'arrache les pommes de terre assez tôt, certaines variétés de pommes de terre assez tôt, tout de suite, je sème l'avoine, je passe une herse ou juste le râteau, là, pour que l'avoine pousse. Puis l'avoine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle gèle l'hiver. Fait qu'elle n'est pas dure à détruire au printemps. Puis les céréales, à part le maïs, là, les céréales, l'orge, l'avoine, le seigle, le blé, le système racinaire, quand on parle d'engrais vert, on pense à ce qu'on voit. Mais le système racinaire des céréales est très, très, très... Je ne sais pas si vous avez déjà arraché un plant d'avoine assez élevé, là. Il y en a de la racine là-dessus. Un plant de seigle à maturité, avant qu'il fasse sa graine, là, quand il est en pleine grosse maturité, si on met toutes les racines radicelles bout à bout, c'est Montréal-Québec. Un plant. Fait que ça aussi, c'est un engrais vert quand on enfouit ça dans le sol. Ça, c'est un champ d'avoine, justement. L'avoine, ça m'arrive de le semer en début de saison. Mettons où je vais mettre l'ail, puis l'avoine, puis le topinambour. Je vais me réserver une partie, parce que l'ail, je la plante à peu près fin septembre, 25 de septembre. Je vais semer de l'avoine en début de saison. Puis, je vais faire à chaque... aussitôt que l'avoine est à peu près à partir de la table, aussitôt que l'avoine est à peu près ça d'autre, je passe la tondeuse. L'avoine, elle repousse, je passe la tondeuse. L'avoine, elle repousse, je passe la tondeuse. Fait que ça fait de la matière organique au sol, ça fait un système racinaire très fasciculé. Puis, quand vient le temps de planter l'ail, puis le topinambour, bien là, je travaille mon sol, puis je plante là-dedans. Puis l'avoine, elle ne repousse pas au printemps. Quand on est arrivé
où on est en ce moment, là, puis on a commencé à faire les jardins, c'était du chien-dent. Tout le monde connaît le chien-dent. C'était du chien-dent, c'était du gazon, là, puis dans le gazon, il y a beaucoup de chien-dent. Fait que comment se débarrasser du chien-dent? Je plantais du sarrasin, je travaillais mon sol, je fertilisais, je travaillais mon sol, plantais du sarrasin. À peu près 6 semaines après, je détruisais le sarrasin. Je remettais un fertilisant la même année, du fumier ou du fumier composté ou du compost végétal. Je semais du sec d'automne. Autour du 15 août, je semais un sec d'automne. Lui, je le détruisais le printemps d'après. Je ressemais du sarrasin. Je faisais ça 2 ans de fil. Sarrasin l'été, sec d'automne, détruit au printemps. Sarrasin, sec d'automne, détruit au printemps suivant. Plus de chien-dent. Le sec d'automne, il empoisonne. Façon de parler, il dégage des exudats racinaires qui empêchent le chien-dent de croître. Le chien-dent, hein, on a beau le couper, essayer de l'arracher, le chien, puis surtout si on passe un rotoculteur dans le chien-dent, c'est encore pire. Plus on divise les racines du chien-dent, plus il se multiplie. Le sec d'automne, il l'empêche de croître. Le sec d'automne contre les vivaces à rhizome, là, la plupart des vivaces à rhizome, le sec d'automne, il en vient en bout. C'est magique, c'est du vrai Roundup. Tous mes tas de compost, animal ou végétal, sont recouverts de toiles. Ça, c'est des toiles sur lesquelles on fait sécher le papier au moulin à Donahue. Je me suis informé, là, ils sont pas... il n'y a aucune toxicité dans ces toiles-là, il n'y a pas de produits chimiques qui peuvent être nuisibles. Fait que je mets des toiles comme ça pour plusieurs raisons. Quand il fait sec l'été, puis venteux, puis soleil, ça assèche le tas. Du compost, pour ce faire, ça a besoin de matière organique. J'ai le fumier là. Ça a besoin d'air, puis ça a besoin d'eau. Fait que si j'enlève l'eau parce qu'il fait sec, venteux, ça arrête de composter. Fait que je mets des toiles, fait que le tas sèche moins. Si j'ai pas de toile, puis il y a de la grosse pluie qui tombe, ça pénètre dans le tas, l'eau chasse l'air, il y a moins d'air, plus d'eau, puis ça lessive. Particulièrement l'azote et la potasse, qui sont très mobiles dans le sol et dans la plante, eux autres, ils s'en vont. Puis en plus, si je ne mets pas de toile, mais ils poussent de la mauvaise herbe, fait qu'on est obligé de désherber. Ensuite, une autre raison, le ver gris, le ver coupant, ça vous dit quelque chose? C'est une chenille, c'est un papillon de nuit, c'est une noctuelle. C'est un papillon de nuit, la chenille, elle sort la nuit, elle coupe les plants. Elle coupe des plants de patates gros de même, là, elle coupe des plants de gourgane, elle coupe des petits plants, des petits filets de feuilles de betterave, de carottes. Le ver gris, là, c'est catastrophique. Le ver gris, lui, le papillon, il va pondre sur la matière organique en décomposition. Fait qu'il répond sur les tas. Puis le printemps, moi, je mets ça dans mon jardin, fait que je mettrai encore plus de ver gris. Encore les toiles de fumier. Le ver gris, existe des nématodes. Tu achètes ça, là, puis tu peux mettre ça, vaporiser ça sur ton sol. Il faut toujours que tu gardes ton sol humide. Tu sais, tu arroses souvent. Puis lui, c'est des vers microscopiques, ça. Lui, il s'en va dans le sol, puis ben, c'est plus microscopique. Ces nématodes-là sont plus gros. Ils font comme étouffer, ils encerclent la chenille dans le sol, puis il la fait mourir. Mais j'ai jamais essayé ça. Le ver gris, ce qu'on fait, c'est que le matin, on voit, mettons, une branche de plant de patate qui est coupée, mais on fouille, puis on trouve la chenille. Tu sais, tu fouilles à peu près ça de creux, puis ça plus loin que la tige, puis tu trouves la chenille. Le problème, c'est qu'en début de saison, les chenilles, ils sont pas microscopiques, mais pas loin, puis même, ils font des dégâts pareils, ils sont durs à voir. Mais quand tu arrives, mettons, mi-juin, fin juin, là, les chenilles sont grosses, sont facilement trouvables. C'est déjà arrivé une année, on en avait tellement que je disais aux employés, venez à 10 h ce soir, j'avais des frontales. Puis là, ils sortent la nuit, les chenilles. Fait que là, on se promenait et on les écrasait. On pouvait en tuer 200-300 d'une soirée. Ça, si tu retournes à l'autre à l'arrière,
on voit la grosseur. Là. Ça, c'est une petite griffe à jardin, là, ça de l'angle. Fait qu'on peut voir la grosseur ici. Là. Ça, c'est de la marde de ver de terre. Ou encore, c'est de la marde de ver de terre. Le ver de terre, hein, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de pattes, il y a une bouche. Puis il fait un trou. Qu'est-ce qu'il fait pour faire son trou? Il n'y a pas de pattes. Faut qu'il mange devant lui. Puis là, il ressort de son trou, puis il chie. On ne chie pas dans notre salon. Lui aussi, il ne chiera pas dans son salon. Mais il chie quand même dans le sol. Il se fait quand même c'est petit, là, c'est gros comme ça. Là. Tu le vois à surface, puis on voit son trou ici. Là. Le ver de terre, hein, c'est fantastique. C'est hermaphrodite. Il ne peut pas, par contre, s'auto-féconder. Il ne peut pas se mettre lui-même en gestation. Il donne des petits œufs. Si vous voyez des tas de compost, là, à un moment donné, au printemps, ou peut-être pas au printemps tôt, mais fin du printemps, début d'été, là, vous allez voir des petits grains, là, c'est rond, c'est un peu orangé, c'est mettons, le corps d'un grain de riz long. Là. Ça, c'est des œufs de ver de terre. Il peut y avoir de 2 à 6 vermisseaux dans ces petits œufs-là. Ça, c'est les toiles flottantes là, pour augmenter la température. Là, c'est pas celle qui est tissée, là, celle-ci. Puis au-dessus des courges, je mets quand même des arceaux. Puis ça, là, des fois, on a à désherber en dessous de ça. Puis quand on lève ça, là, on sent la chaleur dans le jour, on sent la chaleur. On s'en sert beaucoup pour le basilic aussi. Le basilic, hein, il fait 4 degrés, 5 degrés, puis il noircit. Là. Fait qu'en mettant une toile flottante sur le basilic toute la saison, on a juste à aller le cueillir quand on a besoin. Le basilic, il reste vert jusqu'à la fin de l'été facilement. Les courges, par contre, aussitôt que la floraison commence, on l'enlève parce qu'il faut que les fleurs soient fécondées par des insectes. Ça, c'est encore des toiles flottantes. Là, on voit, c'est sur de la carotte. Il n'y a pas d'arceau, rien, c'est juste déposé. Puis on voit que la carotte lève la toile. Puis c'est tenu avec des briques. Et c'est la dernière. Ça, il y a souvent un arc-en-ciel. Hein. Là, j'ai posé ça de la porte du salon. Là. Notre maison est juste ici. Puis quand le soleil est bas à l'ouest, puis qu'il y a une petite bruine, là, souvent il y a un arc-en-ciel. Elle est double. On le voit, la deuxième ici. Si tu veux être heureux une journée, prends un coup. Si tu veux être heureux une semaine, tue ton cochon, tu t'en nourris pendant une semaine. Si tu veux être heureux un mois, pars en voyage. Si tu veux être heureux une année, marie-toi. Si tu veux être heureux toute ta vie, joue dans la terre. Fais-toi gentil.